Donald Trump annonce vouloir frapper le sultanat d'Oman, mes amis. Alors juste pour vous rendre compte, c'est un pays qui sert de médiateur dans la région. Le pays le plus peaceful qui puisse exister, qui est désormais la cible des États-Unis d'Amérique. C'est très clairement une dinguerie, mes amis. Donald Trump a dit « Nous allons leur bombarder la tronche ». Voilà ce qu'il a dit sur le sultanat d'Oman, un pays qui est allié aux États-Unis et qui est un pays médiateur. Tous les analystes sérieux le disent, il y a une pulsion trumpienne de haine et de guerre. Et derrière cela, il n'y a plus aucune rationalité. Et ils s'en prennent à la médiation d'Oman, qui est un pays qui aujourd'hui même a obtenu un deal avec l'Iran. C'est ça qui les a fait briller, hein. C'est que Oman ait obtenu un deal avec l'Iran. Ils ont trouvé un accord sur la circulation des navires pour débloquer le détroit d'Ormuz, ce qui était très largement la principale revendication des États-Unis. Donc là où Trump a totalement échoué avec sa guerre, Oman a réussi par la diplomatie. Le mec est devenu tellement dingue qu'il a encore changé de version. Désormais, pour lui, le problème, c'est la bombe nucléaire. Voilà ce qu'il a déclaré il y a 10 minutes. Alors que la semaine dernière, il disait, la bombe nucléaire, oh, on peut leur laisser. Mes amis, il est totalement dingue, ce mec. Il faut très clairement l'enfermer. Viser Oman et menacer Oman, c'est s'en prendre au pays le plus pacifique de la région. Bon courage à ceux qui vont survivre. Oman donne une claque aux États-Unis. C'est officiel, mesdames et messieurs. Donald Trump vient de nous apprendre qu'Oman officiellement est passé dans le camp iranien. Alors là, on l'avait bien dit ici, lorsqu'Oman était allé paragrapher les accords sur le détroit d'Ormuz, on s'était bien posé la question si les États-Unis étaient au courant ou avaient donné leur aval. Et là, visiblement, Donald Trump est en train de nous laisser entendre que Oman s'est détaché officiellement des États-Unis, comprenant ainsi les enjeux que stratégiquement Iran a la victoire sur les États-Unis et qui ne servait à rien de continuer à faire confiance aux États-Unis. Là, Donald Trump menace de bombarder Oman et désormais, il aurait face à lui et l'Iran et Oman. Mesdames et messieurs, c'est ce qu'on ne cesse de le dire ici. La bataille des États-Unis au Moyen-Orient est peine perdue. Parce qu'en fin de compte, tous ces pays-là vont se réunir. Et la preuve avec Oman aujourd'hui, qui tape sur le dos des Américains et qui s'en va nouer un accord sur le détroit d'Ormuz avec l'Iran sans le consentement des États-Unis. Et Donald Trump est tout courroucé. Mais à quoi est-ce qu'il s'attendait? Il est clair pour tous ces pays qui étaient censés être des partenaires des États-Unis. Ils ont compris simplement que les États-Unis ont pris une raclée historique vis-à-vis de l'Iran. La preuve avec l'Arabie Saoudite qui était obligée d'aller colporter la Turquie et le Pakistan pour des accords de défense, exprimant de ce fait ne plus faire confiance aux États-Unis en ce qui concerne sa sécurité. Maintenant, mesdames et messieurs, Donald Trump est en train de menacer de frapper Oman, qu'il essaye. Et là, non seulement il aura affaire à Oman et à l'Iran, et qui c'est l'autre pays qui va se détacher demain ou après-demain. Barack Obama a rappelé au monde entre 2012 et 2015 que frapper l'Iran serait inefficace, risqué et constituerait une erreur stratégique pour les États-Unis. Le 5 mars 2012, lors de sa rencontre avec Netanyahou, il déclarait clairement que si les États-Unis entraient en guerre contre l'Iran ou menaient une action militaire unilatérale, comme certains républicains le suggéraient à cette époque, ce serait une erreur stratégique. Ces déclarations intervenaient quelques mois seulement après l'élimination de Kadhafi. En juin 2008, sous la présidence de George W. Bush, Israël a mené un important exercice aérien au-dessus de la Méditerranée orientale et de la Grèce. L'Iran y a vu un signal indiquant que les États-Unis pourraient se préparer à frapper ses installations nucléaires. Téhéran avertissait déjà W. Bush qu'une attaque pourrait entraîner la fermeture du détroit d'Ormuz. En juillet 2008, face aux menaces iraniennes concernant Ormuz, Bush avait rapidement précisé qu'il n'enverrait pas de troupes et qu'il n'envisagerait même pas de frapper l'Iran. Il avait également refusé de soutenir une frappe israélienne contre les installations nucléaires iraniennes et indiqué qu'il ne changerait pas de position jusqu'à la fin de sa présidence. Bush jugeait qu'une action militaire ne résoudra jamais le problème, même si les États-Unis y participent. Aujourd'hui, 2026, Trump fait exactement l'inverse. Il sait pourtant qu'il n'existe pas de solution militaire à cette guerre. Trump doit se retirer, éviter que l'Iran ne se sente obligé de ramener les États-Unis dans la guerre pour les contraindre à une retraite humiliante. L'Iran peut faire bien pire que ce qui a déjà été fait et dispose des moyens de faire très mal aux forces américaines dans la région. Que Trump se retire après ces multiples mensonges. Honnêtement, il n'y a aucune solution à cela. Et même, il n'y a aucune honte. Israël sans les États-Unis ne pèse rien. Donc, que Trump se retire.
6 mois de guerre pour rouvrir un détroit qui a toujours été ouvert, c'est un échec. À un moment donné, il faut se retirer et accepter qu'on a perdu. Les Yéménites rasent le port de Mocha sous contrôle saoudien. Les alliés de l'Iran commencent à avoir une force opérationnelle tout à fait impressionnante. Et les Saoudiens commencent à avoir très peur. Et vous voyez qu'il reste plus grand chose du port de Mocha, qui actuellement est tenu par les Saoudiens et leurs alliés, une espèce de gouvernement fantoche du Yémen. Mais comprenez une chose, les Yéménites n'ont pas fait ça pour rien. Et non, puisque c'est depuis le port de Mocha qu'arrivait toute une partie du matériel de guerre saoudien pour aller combattre les Yéménites. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont liquidé les bateaux et le matériel. Ce qui est amusant, c'est de voir la couverture médiatique européenne. Par exemple, RFI ou France 24 qui dit « Oh, regardez comment les Yéménites, ils sont méchants !» Et vous étiez où depuis 2015 en fait? Entre 2015 et 2018, seulement en 3 ans, vous avez 85 000 enfants qui ont perdu la vie au Yémen, soit à cause de maladies, soit simplement parce qu'ils ont été liquidés. Et ça, c'est pas conspi.com, c'est carrément les news du Vatican. Alors imaginez les centaines de milliers d'enfants qui ont perdu la vie. Et maintenant, vous avez le traitement médiatique français qui dit « Oh là là, les méchants Yéménites !» C'est bizarre, la catastrophe sanitaire et la catastrophe humaine qu'il y avait avant, elle n'avait pas l'air de vous intéresser. Là, c'est parce que c'est les Saoudiens. On comprend mieux. Allez, bon courage à ceux qui vont survivre. Tous les 30 missiles balistiques tirés par les forces aérospatiales russes en Ukraine dans la nuit du 16 août ont atteint leur cible. Mais les messages des millions de citoyens russes fusent dans les réseaux sociaux et principalement dans les télégrammes, affichant qu'ils ne sont pas satisfaits des réponses russes au vu des capacités considérables des forces aérospatiales russes. Il faut s'en dire, mesdames et messieurs, que la Russie continue de jouer au jeu de la riposte. L'Ukraine ayant adopté un scénario de barbarie totale en visant des infrastructures civiles, des trains, des entreprises, etc., les citoyens russes estiment que la réponse de Vladimir Poutine est insuffisante et devrait appuyer davantage sur l'accélérateur et mettre un terme à ce jeu de ping-pong. La Russie dispose de capacités considérables pour faire taire l'Ukraine une fois pour de bon. Parce que quand on a affaire à ce genre de messages de chaîne en Occident, qui se donnent à cœur joie, laissant entendre que l'Ukraine pilonne la Russie. Évidemment, on ne va pas oublier que la Russie à ce stade est en train de se battre contre l'Occident collectif, y compris l'OTAN, et qu'elle a affirmé que toutes ces actions qui ont récemment été menées en Russie étaient directement coordonnées par le commandement central de l'OTAN et des États-Unis directement. Mais au vu de ce que la Russie nous a proposé depuis 2022, l'OTAN ne peut pas faire le poids. Et la Russie, à chaque fois qu'elle a riposté, elle a prouvé qu'elle avait de quoi mettre à genoux totalement cette coalition otanienne pilotée par Kiev. Elle en a justement de quoi faire calmer définitivement Kiev. Et là, les citoyens russes commencent à être exaspérés, avec raison. Si Vladimir Poutine pardonne ça, les Russes ne vont pas lui pardonner. L'Ukraine vient de frapper la plus grosse usine d'Amazon en Russie, qui comporte 13 000 ouvriers, mesdames et messieurs, et 250 000 hectares. Oui, l'Ukraine a détruit ça. Et la question qu'on se pose, c'est que les dirigeants occidentaux sont champions dans les éliminations ciblées. Mais pourquoi depuis que ce conflit dure, on ne veut pas toucher le palais présidentiel à Kiev? Pourquoi? Pourquoi jusqu'à présent, les orechniki russes qui frappent Kiev depuis n'ont pas touché le centre des décisions à Kiev? Mais pourquoi? Pourtant on sait, lorsque le conflit Iran-États-Unis a éclaté, la première chose, ils ont ciblé le palais présidentiel. Ils ont touché tous les officiels. Mais Vladimir Poutine va jouer les diplomates ou alors les patients jusqu'à quand? Parce que ça, s'il laisse ça passer, les Russes ne vont jamais lui pardonner. Mesdames et messieurs, il faut l'avouer, l'Ukraine monte en intensité dans la destruction des sites, des infrastructures en Russie. La Russie hier s'est contentée d'accuser directement Washington d'être le coordonnateur général des frappes qui secouent Moscou et la Russie. Et jusque-là, la Russie est restée sans rien faire. On va entendre une riposte disproportionnée et ce n'est pas ce que les Russes attendent. Mais ça, si M. Poutine laisse passer ça, non là, je le répète, les Russes ne vont jamais lui pardonner. Mais jusqu'à quand il va toucher le centre des décisions à Kiev? La lenteur de Vladimir Poutine commencerait à agacer beaucoup.
Il semble garder le pied sur le frein, mais c'est incroyable. Mais de quoi est-ce qu'on a peur de toucher ce palais, ce centre de décision à Kiev? Pourquoi ils ont peur? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'aujourd'hui, toucher le centre de décision à Kiev s'assimile à une ligne rouge? Mais si on est en mode conflit total, pourquoi est-ce qu'on a peur? À rappel, mesdames et messieurs, il n'y a pas de cela moins d'une semaine, les antimissiles qui protègent l'une des résidences de Vladimir Poutine ont été touchés. Et on ne comprend pas jusqu'à présent comment les Ukrainiens ont la détermination de toucher même la personne de Poutine. Mais monsieur Vladimir Poutine n'a pas donné l'ordre jusqu'à présent d'en finir avec cette histoire. Mais c'est incroyable. La CEDEAO et la Russie signeront un mémorandum de coopération. Le secteur prioritaire visé par les dirigeants de la CEDEAO est la sécurité, notamment la lutte contre les terreaux, le partage de renseignements et le renforcement de la coopération sécuritaire. La CEDEAO souhaite ainsi établir avec la Russie un partenariat pragmatique et mutuellement bénéfique. La Russie s'est dite prête à soutenir l'agenda d'intégration de la CEDEAO dans ces domaines, ainsi que sur les infrastructures et le commerce. Quand le Mali, le Burkina Faso et le Niger quittent la CEDEAO et se tournent vers la Russie ou d'autres partenaires, de nombreux trolls parlent de remplacement d'un maître pour un autre. Ils parlent de perte de souveraineté, de dépendance à des mercenaires. Pourtant, la même CEDEAO, même par intention, négocie maintenant un mémorandum de coopération sécurité en priorité avec Moscou. Vos partisans ne peuvent pas critiquer l'alignement total de l'AES alors que leurs dirigeants n'hésitent pas à prendre ce qui les intéresse chez la Russie, c'est-à-dire savoir-faire antiterroriste, renseignement, formation, tout en maintenant leur lien avec l'Occident. Écoutez bien. Mais ce qu'il y a de nouveau, c'est que depuis quelques jours, les Américains et les Israéliens ont besoin de ces combattants kurdes. Pourquoi? Pour organiser une action, une intervention terrestre. Et c'est pour cela que depuis 2 jours, Israël bombarde avec puissance toutes les positions des gardiens de la révolution sur cette zone frontalière. La stratégie, elle est claire, nettoyer toute la région, affaiblir les forces iraniennes pour faciliter l'entrée des combattants kurdes. Alors je peux vous dire que depuis quelques heures ici, tout le monde est en état d'alerte. Les combattants kurdes n'attendent qu'une seule chose, un feu vert des Américains et des Israéliens. Des armes auraient été introduites clandestinement dans l'ouest du pays depuis 2025, après la guerre des 12 jours, pour armer par milliers des membres de groupes kurdes. Oui, Elisabeth, les États-Unis, les Kurdes discutent d'une éventuelle opération militaire. Et si oui, à quoi cela pourrait-il ressembler? Les Américains le font peu de temps après avoir abandonné les Kurdes aux mains du chef terreau qui dirige actuellement la Syrie alors qu'ils étaient attaqués. Et maintenant, les États-Unis les contactent pour faire le sale boulot qu'ils refusent de faire en Iran. Quelle honte. Depuis 2025, la CIA intensifie ses efforts pour armer les forces kurdes iraniennes dans l'espoir de renverser le régime de Téhéran. Après la guerre de 12 jours, ils avaient envisagé d'attaquer l'Iran. Ce projet était bel et bien sur la table. Ils ont ensuite avancé un prétexte selon lequel l'Iran voulait attaquer l'entité, éliminer Trump, avant de lancer ce qu'ils décrivent comme une frappe préventive. Mais le régime ne s'effondrera pas facilement. Même face à ces faits, il y a encore des gens tellement enfermés dans leur propre perception qui t'affirmeront que c'est l'Iran qui voulait agresser en premier l'entité et qu'il porte la responsabilité de cette guerre. Pour ces Kurdes, c'est à la fois drôle et cruel. Téhéran a toléré, voire soutenu le PKK-PJAK comme un levier pour combattre la Turquie, menant ainsi une guerre par procuration. Les Kurdes ne représentent que 7 à 10% des 90 millions d'Iraniens. Le terrain est montagneux, difficile pour les approvisionnements et le contrôle. S'il y a soulèvement kurde, il y aura un risque d'embrasement ethnique. Donald Trump et ses médias français ne comprennent toujours pas que l'Iran, ce n'est pas la Syrie. C'est un État uni qui subit une attaque extérieure, une agression. Il y a une solidarité contre l'ennemi. Ils ne le comprennent toujours pas. Mais bon, ça va venir. Donald Trump vient de menacer de bombarder un nouveau pays. Il s'agit de Oman. Il a déclaré à Fox News: si Oman se met en travers de notre chemin, nous les bombarderons à mort. Pour ceux qui ne connaissent pas ce pays, car il n'est pas non plus extrêmement connu, il est juste ici, en dessous des Émirats Arabes Unis, et comme vous le voyez, ils ont un petit bout de territoire juste ici. C'est pour cela que ce pays est extrêmement stratégique dans le détroit d'Ormuz, car c'est l'Iran et Oman qui se partagent le détroit d'Ormuz. De l'autre côté du Golfe, c'est toujours la merde. Les bombardements continuent. L'Arabie Saoudite vient de lancer des frappes
frappe sur les Houthis le long de la côte du Yémen. Cela fait suite à des bombardements du Yémen sur des infrastructures énergétiques de l'Arabie Saoudite de Amraco. De son côté, l'Iran estime que le cessez-le-feu avec les États-Unis et l'entité visait à lever la pression sur les marchés et gagner du temps pour une attaque plus importante. Selon le Wall Street Journal, l'Iran a donc pris des mesures plus importantes pour se préparer à une nouvelle attaque des États-Unis contre son territoire. Les tensions sont donc en train de remonter entre l'Iran, les États-Unis et l'entité, et il y a déjà des attaques entre les Houthis du Yémen et l'Arabie Saoudite. Reste plus qu'à voir si Trump va vraiment mettre ses menaces à exécution contre Oman. Trump avait promis que Cuba allait tomber en 3 mois. On est 6 mois plus tard et elle est toujours debout. Les Cubains sont là, malgré les sanctions, malgré le blocus, malgré la crise énergétique, malgré les coupures de courant. Alors comment ils font concrètement? Avec de la débrouille et de la solidarité, regardez ce qu'ils arrivent à faire. Humberto Palmero, c'est un agriculteur. Il a appris avec des vidéos sur internet à distiller du plastique en essence. Avec ça, il fait tourner sa moto et sa cuisinière. Nelson Vega, il s'est procuré un rickshaw électrique chinois. Il a installé des panneaux solaires dessus pour recharger directement sans se connecter au réseau électrique commun. Les chauffeurs ont installé des panneaux électriques aussi pour s'en servir ensemble. Et des familles de La Havane arrivent à utiliser leur gaz domestique qui n'est pas touché par le blocus. Ils alimentent des générateurs bricolés et les soirs de coupure de courant, ils peuvent diffuser des films aux enfants du quartier. La doctrine Donroe de 2025 qui vise à mettre l'entièreté du continent sous la coupe des États-Unis, elle a marché à certains endroits, au Venezuela, au Colombie avec le président qui s'aligne sur les intérêts des États-Unis. Mais Cuba résiste, embargo depuis 1962, blocus depuis 2026, l'île tient. L'Iran a maintenant la voie totalement dégagée pour devenir une puissance nucléaire militaire. Et c'est la politique étrangère de Donald Trump qui l'a poussé jusque-là. Les États-Unis ne peuvent plus rien faire pour l'en empêcher. Absolument rien. Ce n'est ni une exagération, ni une théorie du complot, mais la conclusion à laquelle arrivent les spécialistes les plus sérieux de la sécurité internationale après avoir analysé ce qui s'est passé ces dernières semaines. Des analystes européens, britanniques, américains tirent tous la même sonnette d'alarme. Robert Pape, professeur à l'Université de Chicago, l'un des chercheurs les plus respectés sur les questions de conflit et de dissuasion, vient de déclarer publiquement que l'escalade vers le nucléaire iranien est désormais inévitable. Ce n'est pas un professeur d'une université de Téhéran. C'est un Américain qui travaille dans une institution américaine et qui dit que Washington a définitivement perdu le contrôle du dossier iranien. Et ça, mes amis, ça change absolument tout. Tout le tableau géopolitique mondial. Et pas seulement au Moyen-Orient. Ça change aussi ce que vous allez payer à la pompe demain matin. Ça change votre facture alimentaire. Ça change la stabilité économique de la France, de la Belgique, du Québec, de chaque pays francophone qui regarde cette vidéo. Alors abonnez-vous, écrivez votre opinion en commentaire après avoir suivi cette analyse et partagez la vidéo parce qu'on va mettre tout ça en contexte, chiffre par chiffre, fait par fait. Avant le 28 février de cette année, il y avait des négociations, discrètes certes, mais réelles. Des délégations iraniennes et américaines se rencontraient à Oman pour discuter du dossier nucléaire. Il y avait une fenêtre. Elle était petite, mais elle existait. Le 27 février, l'Iran était à la table des négociations. Le 28, Israël et les États-Unis décidaient de frapper militairement. Du jour au lendemain, sans provocation iranienne directe dans les heures qui ont précédé l'attaque, la fenêtre diplomatique a été explosée, littéralement. Et avec elle, toute possibilité de retour à un accord de type JCPOA, le traité nucléaire que l'Iran avait signé en 2015 et qui l'avait conduit à envoyer plus de 11 000 kilogrammes d'uranium enrichi en Russie. Cet accord-là, aujourd'hui, n'est plus qu'un souvenir. Depuis cette date, le détroit d'Ormuz, qui est la voie maritime par laquelle transite environ 20% du pétrole mondial et près de 30% des engrais de la planète, est sous contrôle iranien. L'Iran ne l'a pas fermé totalement. Il a fait quelque chose de bien plus intelligent. Il l'a transformé en péage. Pour passer, il faut désormais se coordonner avec la marine iranienne. Et il faut payer. 2 millions de dollars par navire, quelle que soit sa provenance, pour contribuer, dit Téhéran, à la reconstruction du pays. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a dû l'admettre publiquement. Ce n'est pas une ouverture du détroit. C'est l'Iran qui décide qui passe,
qui ne passe pas et à quel prix? Ce n'est pas une artère commerciale libre, c'est une autoroute à péage sous pavillon iranien. Le baril de Brent était à 114 $. Il est aujourd'hui à 117 et la tendance est clairement haussière. Mais le vrai problème, et c'est ce que beaucoup de gens ne réalisent pas encore, c'est que les premiers 45 jours de ce conflit n'étaient que le préambule. Les navires citernes qui étaient en transit quand le conflit a éclaté avaient encore du pétrole à bord. Ils ont continué leur route, ils ont livré leur cargaison, ils sont maintenant vides, et il n'y a pas de réserve stratégique mondiale suffisante pour absorber une rupture prolongée. Ce qui commence maintenant, c'est la pénurie réelle, la pénurie concrète, pas théorique, réelle. Alors pourquoi dit-on que la bombe nucléaire iranienne est désormais inévitable? Parce que Téhéran a tiré une leçon très précise de ce conflit. Et cette leçon, n'importe quel stratège militaire vous la confirmerait. L'Iran a compris définitivement que la seule chose qui protège un pays des États-Unis et d'Israël, c'est l'arme nucléaire. Pas les missiles, pas les drones, pas les alliés régionaux, l'arme nucléaire. Pourquoi ? Parce que les États-Unis n'ont jamais attaqué la Corée du Nord, parce qu'ils n'ont jamais attaqué la Russie, parce qu'ils n'ont jamais attaqué la Chine, parce qu'ils n'ont jamais attaqué le Pakistan. Et tous ces pays ont une chose en commun, ils ont la bombe. C'est ce qu'on appelle la MAD, la Mutually Assured Destruction, ou en français la destruction mutuelle assurée. Le principe est simple et brutal, si tu me détruis, je te détruis. Et comme personne ne veut être détruit, personne n'appuie sur le bouton. C'est un équilibre de la terreur. Cynique mais redoutablement efficace depuis 1945. L'Iran veut entrer dans ce club, pas par idéologie, pas par folie, par pure logique de survie géopolitique. Et franchement, quand on regarde ce qui vient de se passer, on comprend le raisonnement. Et voici le point clé que les médias mainstream n'analysent pas suffisamment. L'Iran n'est plus seul. Il parle directement avec le Pakistan, avec la Russie, avec la Chine, avec Oman. Et ces conversations ne portent pas sur le commerce ou la diplomatie ordinaire. Le Pakistan est une puissance nucléaire qui, dans le passé, a déjà fourni à l'Iran des centrifugeuses pour enrichir l'uranium. La Russie est, avec les États-Unis, le pays qui possède le plus grand arsenal nucléaire au monde. Et ni Moscou, ni Islamabad, ni Pékin n'ont la moindre raison aujourd'hui d'aider Washington à contenir l'Iran. Aucune. Zéro. Rappelez-vous le JCPOA de 2015. Comment Obama avait réussi à convaincre Poutine de se joindre à la coalition de sanctions contre l'Iran. En lui faisant une promesse, les États-Unis n'installeraient pas de bouclier antimissile en Europe de l'Est. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour le chef de l'État américain du côté de Washington. Oui, le peuple américain s'est désormais levé et retourne leur veste et retourne sa veste contre Donald Trump. Mais je vous avais dit ça pas plus tard qu'hier. Hier, je vous avais parlé que Trump est celui-là qui finira un jour par ramasser les papiers aux États-Unis d'Amérique. Trump est celui-là qui est venu couler l'Amérique. Le peuple américain accuse Donald Trump de fragiliser les États-Unis d'Amérique jusqu'au point où plus personne au monde entier ne respecte la puissance militaire américaine, ne respecte la suprématie américaine. Qu'est-ce que je vous avais dit hier? Ceux qui m'ont suivi hier sur mes multiples vidéoconférences, je vous avais dit quoi? Hier et avant-hier, pas plus tard. Chers dames, chers messieurs, aux États-Unis d'Amérique, nous avons Donald Trump. En France, nous avons Macron. Voilà les deux voyous qui ont coulé ces multiples deux pays respectifs. Écoutez ce que le peuple américain dit, ce que les Américains disent de Donald Trump. À la lueur où vont les choses, c'est un échec catastrophique pour Trump et toute son administration. Vous comprenez? Dès qu'ils vont quitter là, plus personne sur ce pouvoir-là, dans cette administration, ne remportera plus les élections. C'est le dernier mandat de Trump et toute son administration.
Écrivez ça, vous notez. Écrivez, vous notez. Qu'est-ce qu'ils disent? Partagez au maximum la vidéoconférence. Mettez beaucoup de j'aime. Partagez ça, il faut que le monde entier comprenne. C'est la réalité. Et abonnez-vous pour tous les nouveaux à la page, ceux qui viennent de tomber sur nos vidéoconférences. Des Américains accusent Donald Trump d'avoir anéanti. C'est-à-dire, lorsqu'on dit quelqu'un a anéanti, il a détruit, il a éliminé, d'avoir anéanti la suprématie américaine dans le monde. Oui. Et estimant que plus personne n'a désormais peur des États-Unis d'Amérique comme avant, notamment après des actions jugées hasardeuses et son revirement soudain face à la Corée du Nord, donnant l'impression qu'il avait peur de Kim Jong-un. J'ai parlé de cette vidéoconférence hier. Lorsque Donald Trump a dit que il a besoin que les exercices Amérique-Corée du Sud puissent réduire d'ampleur pour éviter les problèmes avec Kim Jong-un. J'ai parlé que Trump s'est terminé, il a eu peur, il a paniqué, il a tremblé. Le petit Kim Jong-un fait reculer M. Donald Trump. Les Américains ont vu clair dedans. Ils ont vu clair dans la chose et c'est réel. C'est réel. Vous savez, dans la vie là, même si il y a certaines personnes qui ont un gros corps, tu vas croire qu'il est fort, alors qu'il est faible. Alors qu'il est faible. Mais intérieurement, il est faible. Il n'est pas puissant, il n'est pas bon, il est un paresseux, il est un faiblard. Lui-même, il sait qu'il est un faiblard. Mais son muscle le protège, sa influence. C'est la même chose avec les Américains. Vous croyez que tous les dirigeants américains qui sont venus au pouvoir là, ils n'ont pas pu combattre l'Iran. C'est parce qu'ils ont vu quoi? Ils savent qu'ils sont faibles. Mais le nom, première puissance militaire au monde, l'Amérique, ils ont réfléchi que si on part là-bas et on se fait humilier, ça serait une catastrophe. Ce n'est pas qu'ils ne pouvaient pas aller combattre l'Iran. Ils pouvaient bien aller lancer les hostilités contre l'Iran. Mais l'humiliation, c'est là. Ils évitaient ça. Trump, avec le cerveau du perroquet, donc à l'intérieur, il y a la pierre. Il s'est lancé. Humiliation. Voilà ce qu'il fait face à la Corée du Nord. Humiliation. Kim Jong-un, qui est un petit pays comme ça, la Corée du Nord qui est un petit pays comme ça, humilie Trump. Jusqu'au point où le président d'une première puissance militaire au monde demande à la Corée du Sud et aux multiples états-majors de réduire l'ampleur des hostilités pour éviter le conflit avec la Corée du Nord. Parce que Kim Jong-un a promis, d'ailleurs même Kim Jong-un a tiré des missiles. Il a tiré des missiles vers les multiples mers proches de la Corée du Sud. Il a tiré des missiles. Et si son territoire est violé, ne serait-ce que de 0,001 mm, Kim Jong-un a dit qu'il va frapper avec le nucléaire. Qui peut accepter ça? Chers dames, chers messieurs, mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Alors, les Américains ont compris que Trump a humilié le peuple américain. On a humilié la supercherie américaine, la grande puissance américaine. L'armée américaine a été humiliée. Ça montre que Donald Trump et son armée ont peur de la Corée du Nord. Mais si l'Iran même d'abord même, qui n'a même pas de nucléaire, a fait reculer l'Amérique, combien de fois la Corée du Nord? Et c'est un monsieur qui ne blague pas. Lui, s'il dit, il fait, il fait. C'est un monsieur qui cherche la guerre à un point où il n'a pas trouvé d'adversaire, il s'est invité de force dans la guerre contre l'Ukraine. Il s'est invité. Poutine ne l'a pas appelé. C'est lui qui a dit à Poutine, je viens. Oui, il a dit à Poutine, je viens. Vous connaissez combien ou comment sacrifier un soldat pour le pays à autrui? Kim Jong-un l'a accepté. Mais essayez de comprendre la gravité. Mais on parle là d'un humain. Et des humains sont morts. Les soldats nord-coréens sont morts. Il y a les handicapés, il y a les blessés, il y a ceux même qui sont traumatisés. Vous croyez que c'est facile d'accepter ça? C'est parce que Kim Jong-un cherche depuis où il peut combattre, mais il ne trouve pas. Il s'est invité en Russie. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, toujours selon la même source,
qu'est-ce que les Américains disent? La décision soudaine de Donald Trump de réduire les principaux exercices militaires américains avec la Corée du Sud ravive les inquiétudes sur la capacité des États-Unis d'Amérique à défendre leurs alliés et à dissuader les régimes autoritaires qui les menacent, estime M. Brad Leon, journaliste de la CNN, spécialisé dans les questions militaires. Voilà ce que M. Jean Léon dit. Il s'appelle Brad Leon. C'est un journaliste. Voilà ce qu'il a dit. Mais les Américains ne sont pas contents de Donald Trump. Je dis c'est terminé pour ce monsieur. C'est terminé pour Donald Trump. Après ça là, bon, c'est normal. Aux États-Unis d'Amérique, chaque chef d'État a droit à 2 mandats. Tu fais ton mandat, tu pars, tu reviens, tu fais le deuxième, tu pars, c'est terminé. Soit tu redoubles et puis tu pars. 2 mandats. Vous comprenez? Alors, Trump peut bien partir, mais un membre de son administration peut déposer la candidature, mais ça serait un échec. Personne là-bas, avec l'échec que l'administration Trump a enregistré, en tout cas, les multiples échecs que l'administration Trump a enregistrés là, personne de son administration ne va vaincre les élections du côté des États-Unis d'Amérique. Qui s'assemble se ressemble. C'est ça la réalité. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ici ce qui nous revient du côté de Washington. Partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page et ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao. Mesdames et messieurs, la Russie entre en guerre ouverte contre l'Union européenne et l'OTAN. C'est désormais officiel. Moscou ne dure plus d'un mauvais rêve. Chers dames, chers messieurs, la Russie vient de transférer des gigantesques navires de guerre dans la mer Baltique. La mer Baltique qui est cette mer-là, qui avait été interdite par les pays baltes à Moscou de ne plus naviguer dans cette voie maritime. Aujourd'hui, Moscou annonce les informations selon lesquelles des navires destroyers, des navires, des bâtiments de guerre modernes, je vais entrer dans les capacités de ces navires, mais c'est inimaginable. Juste peu après que les Russes avaient averti les Occidentaux de l'arrestation de leurs navires, en riposte aux multiples navires russes qui ont été saisis, entre guillemets, les navires fantômes russes saisis par la France, le Royaume-Uni et certains pays d'Europe. Alors aujourd'hui, Moscou entre donc dans cette phase de confrontation. La guerre est lancée. La guerre est lancée. Oui. Imaginez-vous, une zone qu'on t'avait interdit de circuler. Tu es resté tranquille. Et après, tu envoies les navires de guerre dans cette zone. Ça veut dire quoi? On parle de la mer Baltique. C'est la mer qui est au niveau, je peux dire presque, les pays baltes l'entourent. S'il faut le dire, il y a plusieurs pays là. Et ce sont les pays européens qui sont environnants de cette partie maritime. Vous comprenez? Eux, ils voulaient s'imposer dans cette mer-là. Comme si c'était leur propre mer, leur zone maritime. Moscou envoie donc des navires de guerre dans cette zone. Écoutez ce que l'on nous dit. Selon cette actualité très chaude et brûlante, qu'est-ce que l'on nous fait savoir? La Russie déploie des navires de guerre en mer Baltique face aux menaces de Poutine contre l'Europe. C'est la Russie qui déploie les navires de guerre dans cette zone baltique. Avant de continuer, mettez beaucoup de j'aime. Voilà. Je ne vois pas les j'aime depuis ce matin-là. Mettez beaucoup de j'aime et partagez la vidéoconférence. Apportez-nous aussi votre soutien indéfectible. On a besoin de ça. Ça dépasse de l'argent. Ça dépasse de l'argent. Partagez la vidéo partout à travers le monde. On nous dit quoi? La Russie a transféré la frégate moderne amiral Kazatonov de la flotte du Nord vers la mer Baltique. Quelques jours auparavant, le destroyer anti-sous-marin amiral Levchenko y était également arrivé.
Donc, il avait d'abord envoyé le destroyer anti-sous-marin. Maintenant, il envoie le navire Kazatonov. Selon le journal Bild, je crois que c'est un journal allemand, c'est un journal européen, quelque chose de la sorte. Voilà. La Kazatonov est l'une des frégates les plus modernes de la Russie. Elle peut lancer des missiles de croisière Kalibi et Zircon. Le Levchenko est conçu pour la lutte anti-sous-marine et est également équipé de systèmes de défense aérien, de torpilles, d'artillerie et d'hélicoptères. Selon ce que l'on nous dit, selon ce que l'on nous fait savoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, mais attention, est-ce que les Européens ne vont pas organiser des frappes de drones avec l'Ukraine contre ces navires russes? Est-ce qu'ils ne vont pas le faire? Et pour dire que c'est l'Ukraine qui a frappé. Pourtant, ce sont eux qui vont coordonner, piloter ces drones, donc contrôler la trajectoire des drones via leur pays baltes. Attention. Attention à ce que Poutine ou bien la Russie risquerait d'avoir un coup dur sur ça. Vous comprenez? C'est juste une alerte. Hein? Voilà. Alors, ce déploiement est particulièrement significatif car les navires sont apparus dans la région alors que Poutine profère des menaces contre les pays européens qui s'opposent à la flotte de l'ombre russe. Le Kremlin utilise des navires de guerre pour escorter des pétroliers et cargos depuis plusieurs mois. Poutine escorte désormais ces cargos pétroliers depuis plusieurs mois. Moscou n'a pas officiellement expliqué les raisons de ce déploiement. Cependant, l'expert en sécurité maritime, Maurice Breck, estime que les menaces du Kremlin ne doivent pas être considérées comme de vaines paroles, car elles pourraient être suivies d'actions concrètes contre les navires européens. Ça, c'est un analyste qui lance une alerte. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, toujours selon la même source, on nous dit quoi? Selon les statuts, la frégate a quitté la flotte du Nord qui a escorté récemment des navires en Manche et Méditerranée pour faire son entrée dans la mer Baltique. Il s'agit d'une frégate polyvalente de classe amiral Gorshkov, mise en service en juillet 2020. Donc c'est totalement moderne, un navire du 21e siècle. L'un des navires de surface les plus modernes de la marine russe. Elle embarque 16 cellules de lancement vertical UKSK VLS, capables de tirer des missiles de croisière Kalibi, frappe longue portée terrestre, des zircons, des missiles anti-navires Onyx, je crois que vous connaissez. Alors, ce grand navire anti-sous-marin destructeur de classe Udaloy en service depuis 1988 a précisé l'arrivée du Kazatonov en mer Baltique. Ce transfert s'inscrit dans un contexte d'escalade verbale du Kremlin où Vladimir Poutine menace l'Europe de représailles suite au renforcement des sanctions occidentales visant notamment la flotte fantôme de pétroliers russes. Ces navires de combat sont utilisés pour escorter les convois marchands et cargos russes sensibles et pour projeter la puissance navale de Moscou face aux pays membres de l'OTAN bordant la mer Baltique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes donc sur une phase de confrontation. Que celui qui a le cœur parte toucher ce navire-là. On va voir quelque chose. Que celui qui a le cœur parte là-bas. Poutine déploie donc l'armada de combat pour montrer de quoi il est capable aux Occidentaux. Ils ont dit qu'ils sont forts, non? N'est-ce pas? Ils ont dit qu'ils sont forts. Allez donc. Que celui qui est garçon parte frapper sur les navires ou bien parte saisir ces navires de guerre. Et
il y a l'un des navires qui porte des hélicoptères, attention. Il porte des hélicoptères. Donc, pendant que la flotte fantôme russe est en route, les hélicoptères décollent du navire pour aller les escorter jusqu'à ce qu'ils traversent la mer Baltique et partent en profondeur. Poutine, qui es-tu? Ça a commencé, mesdames et messieurs. Nous attendons la réponse venant de l'OTAN, des pays membres et de l'Union européenne et de tout ce qui s'ensuit. On va voir à quoi est-ce que ça va aboutir. Et nous reviendrons ici pour en parler de cette situation. De votre côté, partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez bien sûr la vidéoconférence avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page, mais aussi ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.